la bienvenue à tout le monde au nom, effectivement, de la cellule régionale d'innovation en médiation culturelle du Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien sûr, puis en partenariat avec aussi Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire qui va porter en fait sur les arts et la santé. Je me présente, je suis Marcelle Dubé, donc je suis professeure associée, moi, au département des sciences humaines et sociales de l'UQAC. Je suis aussi membre chercheur de la cellule et chercheur à l'Observatoire des médiations culturelles. Donc, c'est sûr que je vais agir maintenant aujourd'hui comme animatrice de ce webinaire. Donc, au départ, justement, certaines consignes techniques là, pour que tout se passe bien. Certaines sont habituées, d'autres arrivent avec nous, donc ça sera peut-être une répétition. Donc, on a fait le choix d'enregistrer le webinaire, ce qui va permettre à des personnes qui ne sont pas avec nous aujourd'hui de pouvoir réécouter la conférence de Jean, parce qu'en fait, on visait aussi qu'il y ait un certain nombre de personnes qui viennent du milieu de la santé, mais vous savez comment ils sont affairés actuellement. Donc, pour leur donner accès aussi à ce contenu-là, la séance est enregistrée, c'est déjà même démarré. Donc, si vous ne souhaitez pas être vu dans cette conférence, vous pouvez fermer votre caméra. Donc, ça, c'est au bas de la barre d'outils en bas. D'ailleurs, je vais vous inviter aussi à fermer vos micros tout le long de la séance, si vous voulez bien. Puis, au moment où on arrivera à la période de questions, si vous voulez intervenir, ce sera le moment de me signifier effectivement vos interventions, soit en levant la main, parce que là, c'est vrai que je ne vois pas tout le monde, mais aussi dans la barre d'outils, il y a dans le participant, vous pouvez actionner une petite main bleue qui va s'afficher sur votre écran et je verrai à ce moment-là que vous voulez prendre la parole. Si vous ne voulez pas le faire non plus verbalement, à vive voix, vous pouvez poser vos questions dans la partie qu'on appelle converser, ou le chat, plusieurs le nomment comme ça. Donc, vous pouvez écrire vos questions et Julie va les relayer pour moi et je les poserai à votre place en votre nom. Donc, c'est à votre convenance. Donc, comme je vous disais, période de questions qui va suivre la conférence de Jean, qui va durer à peu près une 45 minutes. Après, on aura un bon 30 minutes pour intervenir, échanger, questionner. Rapidement, là, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, je vous raconte que la cellule régionale, elle existe maintenant depuis 2012. Donc, on va bientôt fêter nos 10 ans. C'est un espace de concertation coordonné par Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. On y retrouve, entre autres, des médiateurs, médiatrices culturelles de la région, des partenaires et des représentants locaux et régionaux qui œuvrent, bien sûr, dans le champ des arts et de la culture ou du développement régional. La cellule travaille, bien sûr, à consolider puis à accroître des initiatives en médiation culturelle. Puis, elle contribue aussi au développement durable de ce culturel régional, même des fois national. Donc, ça se veut un espace qui est un vecteur d'inclusion et de participation citoyenne. Donc, depuis la fondation de cette cellule-là, une trentaine de personnes s'y réunissent, puis les activités, si vous voulez qu'on développe, il y a bien sûr des journées d'échange et d'études, des projets de recherche, des communautés de pratique et le développement aussi d'outils pour, j'allais dire, en donner le bénéfice à l'ensemble des médiateurs, médiatrices culturelles et de notre région et d'ailleurs aussi au Québec. Donc, l'événement aujourd'hui, c'est-à-dire le webinaire, s'inscrit dans un événement plus large qu'on a appelé Injection Santé Culture. Cet événement-là, pour la petite histoire, je vous le rappelle, était prévu le 1er avril 2020, mais malheureusement, et comme vous le savez, on a dû annuler beaucoup d'activités culturelles ou d'échanges depuis le 13 mars 2020 et je n'ai pas besoin de vous donner de signification pourquoi on a abandonné toutes ces activités, mais on a trouvé important de relancer le contenu de cette activité-là en fractionnant un peu les éléments
qu'on y retrouvait. Donc, ça donne que la conférence de Jean était déjà prévue l'an passé au 1er avril. Donc, on a décidé de la proposer en format webinaire aujourd'hui. Je vous parlerai en fin de séance des autres activités qui s'en viennent au mois d'avril et aussi à la fin de l'année en mai-juin. Donc, cette journée, quand on l'avait planifiée, elle visait effectivement à s'interroger sur les liens entre la santé et la culture, permettre aussi des personnes qui travaillent dans ces deux univers-là se rencontrent, se reconnaissent mutuellement et aussi parlent de comment les arts et la culture sont importantes dans le développement, j'allais dire, des individus et aussi au sein peut-être des pratiques du milieu de la santé et des services sociaux. Donc, ce webinaire, comme je dis, présente une première conférence qui a pour titre « Pas de santé sans les arts ». Donc, c'est nul autre que Jean Désy qu'on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui et qui va nous parler, nous entretenir de ce grand thème. Oui, on peut l'applaudir. Rapidement, pour ceux et celles qui ne savent pas qui est Jean Désy, bien, il est médecin, il est professeur, poète, philosophe. Il enseigne aussi à l'Université Laval en littérature et en médecine. Ses passions ont été nordiques et le sont encore. Pendant une grande partie de sa vie, il a pratiqué, il pratique toujours aussi la médecine en tant que dépanneur sur la Côte-Nord et au Nunavik. Parmi ses dernières parutions, pour ceux et celles qui seraient intéressés à le lire, il y a en 2019 un essai intitulé « Être et ne pas être » à propos de la vie inuite contemporaine. Il y a aussi un autre essai qui s'appelle « L'irrationalité nécessaire » qui a paru cet automne en septembre 2020. Et le dernier, et non le moindre, « Non, je ne mourrai pas », un conte-poème qui a été publié justement à Mémoire d'Encrier en janvier 2021. Donc, avant de lui passer la parole, j'aimerais vous faire la lecture justement, un extrait d'un prologue d'un livre qu'il a écrit en 2015 qui s'appelle « L'accoucheur en cuissarde ». Et dans ce prologue, Jean faisait justement un hommage, ou en tout cas disait que cet ouvrage s'adressait à des jeunes qu'il formait en médecine. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'il disait ici? Il disait que à travers cet ouvrage, nous arrivions à réfléchir un peu mieux aux grands enjeux entourant l'éternelle obligation de nous soigner les uns les autres par-delà la stricte réalité, jusqu'aux limites de la poésie. Il dit « Je refuse que la médecine soit de plus en plus considérée comme une seule science. Je crois en l'amalgame de l'art et de la science pour aborder l'univers de la maladie et de la santé. Surtout, je crois en une médecine animée par la notion de qualité, au sens où l'entend Persigne dans le traité du zen et de l'entretien des motocyclettes. La qualité d'un geste comme d'une attitude, quelle que soit l'activité, le lieu ou les circonstances, demande l'amalgame des fonctions rationnelles et irrationnelles de la psyché, la capacité de jongler avec des habiletés logiques, intellectuelles, sensibles et émotionnelles. C'est seulement de cette façon que la qualité peut advenir. Donc, voilà ce qui ouvre la conférence de Jean Désy. C'est à vous, Jean, la parole maintenant. Merci. Merci beaucoup, Marcel. Merci beaucoup aussi à Julie, qui, en tout cas, on s'est rencontrés presque une heure. Il y a Dany Harvey aussi qui est là comme observatrice. En tout cas, je suis très content d'être là et de tout mon cœur, je souhaite qu'il n'arrive pas une étoile filante qui nuise à la technicalité. Mais en tout cas, vaut mieux une conférence à distance que pas de conférence du tout. Mais vous pouvez être certain que, oui, certaine là, que de tout mon cœur, je souhaite que nous puissions reprendre contact in vivo à un moment donné. C'est que pour les prochains 45 minutes ou 40 minutes, en tout cas, je veux vous parler de ma vision de la santé et de son rapport à la culture, mais je vais parler plus des arts et l'art que je pratique, c'est la littérature. Je ne peux vraiment pas dire que je connais grand-chose en art visuel, moi qui est daltonien et pas très visuel de nature, mais en tout cas, je vais vous parler de ma vision de la santé et de la littérature et de la poésie. Et
l'introduction, évidemment, là, c'est certain que Marcel m'arrache bien des mots de la bouche. Il y a certains thèmes que je vais. Je ne peux pas aussi. C'est impossible pour moi, en cours de parlage ou de parlotte, de ne pas tenir compte du fait qu'on soit depuis un an en état de COVID national ou pandémique ou mondial ou intergalactique. En tout cas, c'est que je vous donne d'emblée ma définition de la santé. Et n'oubliant pas que c'est un lien qu'on veut faire entre la santé et le poétique ou la poéticité. J'aime beaucoup ce mot poéticité. Pour moi, la santé, c'est vraiment pas l'absence de maladie. Je pense que vous allez voir aussi que je vais me permettre aujourd'hui de réagir. Depuis un an, je n'ai jamais tant réfléchi à plein de notions autour de l'enseignement, de la santé, de la maladie, de la pandémie, de la peur, de l'angoisse collective, de la psychose, de l'autoritarisme, ce que vous voudrez. Mais pour moi, la santé, c'est être capable de jongler avec toutes sortes de maux qui nous habitent ou qui vont nous habiter, des états d'handicap aussi, ou même des états qui sont parfois extrêmement souffrants. Mais finalement, la santé, c'est l'état d'équilibre qui fait qu'on est capable de rester en état de relative joie dans le monde. Et l'envers de ce que je considère comme étant la santé, c'est l'idée que transporte beaucoup le monde technoscientifique contemporain, qu'être en santé, c'est être absent de toute forme de maladie. Je caricature toujours un peu, là, pour ceux qui me connaissent, vous savez. Donc, c'est comme si on proposait aux êtres humains sur la Terre de surtout pas rien faire qui pourrait mettre leur vie en santé, en danger, de rien faire de risqué et de faire absolument rien qui nuise à la santé jusqu'à ce que tout à coup, à cause d'un diktat existentiel, bon, là, la maladie est frappée et que là, ça se termine abruptement. C'est que c'est certain que mes étudiants ont 20 ans et ils sont évidemment plus en santé que des gens que je connais qui ont 75 ans, mais grosso modo, l'idée de la santé, c'est l'équilibre. Et la santé aussi, globalement, et je ne peux pas faire fi de ça, c'est cet équilibre entre l'état physique, le soma, et l'état psychique, la psyché. C'est que pour moi, j'aime beaucoup, beaucoup la définition de William Blake, un mystique anglais, là, pour qui l'âme, c'est l'union de la psyché et du soma. En fait, je fais une petite présentation. Là, moi, j'enseigne en littérature depuis 20 ans. J'enseigne en médecine depuis à peu près 30 ans. Je pratique la médecine depuis 43 ans. Là, je me sens vraiment plus qu'un aîné. Je me sens comme un ancêtre total. J'ai continué à garder pied en médecine à cause des gens du Nord, des Inuits, des Cris, des Inuits, puis aussi de tous les Canadiens là, que j'ai connus sur la Côte-Nord. En fait, sans les dispensaires, sans le travail d'équipe avec des infirmières, des ambulanciers, des travailleuses sociales, j'aurais été mal à l'aise. En fait, j'aurais abandonné ce métier-là. En fait, j'ai décidé d'étudier en littérature rapidement parce que je voulais aller au fond de ma vocation, qui est d'enseigner. En fait, j'écris beaucoup, tout le temps, mais surtout pour essayer de plonger encore toujours un peu mieux en littérature. Puis là, ben, j'ai la chance, depuis 20 ans, à la faculté de médecine, d'avoir 2 cours de littérature qui sont donnés en alternance. À l'automne, c'est un cours de littérature universelle où les étudiants, qui sont en général autour de 20, jamais plus beaucoup, lisent 6 textes de littérature universelle. Puis cet hiver, là, j'ai un cours ce soir, là, puis on va plonger dans un essai qui s'appelle « Soigner, aimer ». Si on croit à la synchronicité, là, une notion très jungienne, bon, mais ce n'est pas anodin que je vous parle des liens entre la santé et la poésie et que ce soir, on plonge dans un essai écrit par une ancienne étudiante que j'ai connue à 19 ans, qui s'appelle Vanessa Younsi, qui est psychiatre et poète, qui publie à Mémoire d'en crier et qui dit avec beaucoup, beaucoup de finesse et de poésie la nécessité d'aimer si on veut vraiment soigner. C'est que voici ce qui était ma définition de la santé. En même temps, là, je veux vous dire que je suis très content d'être là. Je suis vraiment ravi d'être né à Kenegami. Sans ça, je n'aurais peut-être pas été invité. C'est que si parfois ça m'échappe et que je parle des Beluais, ben là, c'est avec tout mon cœur, c'est avec toute mon affection. Là. Il y a seulement si on est à Kenegami, si on est né à Kenegami, qu'on a le droit de parler des Beluais. Je fais des blagues, là. Je ne me sens pas du tout en situation d'appropriation culturelle quand je fais des... Ma mère venait de la baie et en fait, je me sens vraiment chez moi quand je passe au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais en général, quand je passe, c'est pour aller plus loin, aller faire du canot au nord de Chibougamau.
ou aller travailler à Waswanipi chez les Cris. Et malgré les apparences, vous allez dire comment ça fait que tu n'as pas encore pris ta retraite, là. Je pratique la médecine dans le Grand Nord. Je vais aller à Salouit cet été. Et là, je travaille à Port-Cartier depuis 2 ans, depuis 1 an et demi à cause de la COVID, parce que c'était vraiment infernal pour aller dans le Nord. Et si je pratique, c'est parce que ça me permet de donner des cours de médecine sans avoir l'impression d'être has-been avec mes étudiants qui ont 20 ans et qui ont 21 ans et qui m'écoutent et qui me regardent en disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit là? » Comme j'ai une vision assez précise des médicaments. La santé ne demande pas absolument que tout le monde soit médicamenté, mais une fois que j'ai dit ça, il y a des médicaments extraordinaires qui existent comme l'insuline. Mais attention, je pense que depuis 25-30 ans, le monde entier a été empli de médications sans que ça ait aucune valeur thérapeutique. Mais ça, j'arrête là, je ne veux pas faire une esclandre et je veux qu'on parle aussi de poéticité. C'est que j'enseigne la littérature parce que j'aime enseigner, mais évidemment, comme le cours de littérature se donne à la faculté de médecine, il y a souvent des étudiants en médecine, mais pas seulement en médecine, il y a des étudiants en lettres, en philo, en psycho, en sciences biomédicales. Mais j'ai parfois eu des infirmières du Nord qui étaient devenues des amies qui sont inscrites. Là, j'ai 3 profs dans mon cours de littérature, une prof de philo puis une prof de musique. C'est absolument fascinant. Mais où je veux en venir, c'est que les textes que je fais lire, comme les textes qu'on aborde pour discuter, en fait, l'essentiel, c'est surtout pas l'analyse intellectuelle, c'est surtout le fait de prendre contact avec ce qu'ils sont, ces textes-là, comme pièces, comme œuvres artistiques, comme vous allez dire, quelle bizarreté. Là. Moi, je crois beaucoup à la synchronicité jungienne. Là. Ça fait 20 ans que je fais lire La Peste de Camus. Et là, en janvier, mes étudiants ont lu La Peste de Camus. Le premier texte qu'ils m'ont remis était un lien entre la peste camusienne, décrite par Camus. Il y en a sûrement plusieurs d'entre vous qui ont lu La Peste, et la situation covidienne. Et là, j'ai reçu des textes qui m'ont complètement enflammé. Là. Je pense que j'ai mis 95% à peu près 14 étudiants sur 17. C'est que si quelqu'un veut avoir une note forte, il a juste à s'inscrire à mon cours de littérature. Non, en tout cas, je fais des blagues, mais l'idée, c'est d'aborder la littérature et la poésie, mais par le biais de l'essence artistique que le texte comporte et de ce que le texte nous fait à nous avec nos qualités artistiques potentielles. En fait, je vais vous lire, tiens, que je fasse seulement improviser. Je prépare pour 2022 un essai qui va s'appeler « Essentielle poéticité ». Et parce que j'ai eu envie de faire un film avec Olivier Higgins et Mélanie Carrier qui ont produit récemment un remarquable film sur les réfugiés Rohingyas. On a tourné 2 fois dans le bois avec une quinzaine de poètes et à la suggestion d'Olivier, j'ai interviewé ces poètes-là, une trentaine, et ça a donné un essai sur la poéticité. La poéticité, c'est un mot que j'aime, mais ce n'est pas tout le monde qui aime ce mot-là. C'est, à mon point de vue, l'art poétique, plus que le seul poème, bien que le poème, le texte poétique, le recueil de poésie ait beaucoup de valeur en poéticité, mais la poéticité, c'est un état d'être. Mais évidemment, les artistes, les comédiens, les artistes en art visuel, les gens de théâtre, les musiciens, sont en général des êtres qui ont un net contact avec l'état poétique en général. C'est que jamais de ma vie, je voudrais restreindre la poéticité au seul art poétique ou à la seule poésie, bien que ça compte énormément. Comme cette session-ci, là, à la fin de la session, on va lire un recueil qui s'appelle Poème de Marie Huguet, parce que le cours que je donne s'intitule Souffrance, littérature et humanisme. C'est un cours fondé sur qu'est-ce que la souffrance et qu'est-ce que le mal. Et évidemment, il y a beaucoup de réflexions d'ordre philosophique, mais en soi, c'est pour essayer d'éprouver, comme on a lu entre autres Putain de Nelly Arcan, qui est un remarquable texte écrit avec énormément de souffrance, qui aboutit au suicide. En fait, elle annonce son suicide dans Putain, la narratrice comme l'autrice, mais reste quand même que ce qui est fascinant, c'est la puissance de la parole de Nelly Arcan qui se poursuit.
et qui touche particulièrement un groupe de femmes. Moi, je me sens gâté totalement d'avoir un contact avec des filles qui ont 19, 20, 21, 22 ans, parce que ces années-ci, il me semble que les inspirations générationnelles changent à peu près toutes les 5 ans. En passant, je fais une parenthèse. Là, tout ce que je dis, vous n'êtes pas obligé de prendre des notes, là, c'est totalement subjectif. Je parle avec mon cœur. Évidemment, ben, comme je pratique la médecine depuis 43 ans, puis comme je la pratique pour vrai, ben là, je me sens moins has-been, puis je peux vous dire que je ne me sens absolument pas à côté de mes pompes si je dois intuber un bébé dans le Grand Nord, mais j'ai une vision de plus en plus précise des difficultés qu'engendre la technoscience, bien que la technoscience soit fascinamment utile maintenant plus que jamais, depuis 25, 30, 40 ans. La technoscience médicale a réussi des merveilles, mais des merveilles localisées. Et je ne suis pas certain que c'est la seule technoscience. Je suis certain que la seule technoscience ne suffit pas à l'état de santé d'une population, d'une personne ou d'une planète humaine. Je vous lis peut-être juste quelques passages tirés de l'introduction de cet essai sur Essentiel de poéticité qui va paraître. Voilà que nous devons être prêts à entrer dans une phase nouvelle de la révolution métaphysique qui a d'abord ébranlé l'Occident pour ensuite conquérir la planète humaine tout entière. Révolution si bien décortiquée par Albert Camus dans L'Homme révolté. En passant, comme j'ai fait lire La Peste, si vous voulez lire un essai qui me semble absolument fascinant, un des chefs-d'œuvre du 20e siècle, toute culture confondue, c'est L'Homme révolté d'Albert Camus. Et à ce moment-ci, dans cette COVID qui perdure, je pense que de lire L'Homme révolté, ça donne des armes pour ne pas trop être affaissé par ce qui se passe. Une autre étape de cette révolution amorcée depuis plusieurs siècles, mais qui nous a menés au bord de l'effondrement, doit cette fois tourner autour de la quête de grâce. Sinon, inéluctablement, il faut s'attendre à une suite de mauvais temps parmi les plus sinistres qui soient. Je fais une parenthèse. Ma conférence, en tout cas, là, qui avance, là, tourne sur le fait que les arts, la culture et la littérature comme art sont essentiels à mon point de vue, mais là, c'est hors de tout doute, là, à ce moment-ci de ma vie, à la santé d'un humain, pour plusieurs humains, mais pas toujours, d'une population. On va parler de la population québécoise là, sur le territoire du Québec, comme la santé du monde. Et ce que je dis à mes étudiants ces années-ci, c'est que par-delà la littérature, par-delà l'étude de certains textes, par-delà le fait qu'on passe 3 heures chaque mercredi soir pour se rencontrer, comme on est là, on est 18, 19 chaque mercredi soir, l'essentiel, c'est que quelque part, là, il y a une COVID, mais par-delà la COVID, ce qui trouble mes étudiants plus que moi, je dois dire, c'est le fait que la planète souffre et que l'état planétaire, climatologique et environnemental donne des signes de détresse. Et avec mes étudiants, grâce à la littérature, je me suis demandé depuis plusieurs années pourquoi cet état de fait et qu'est-ce qu'on peut y faire. Et vous allez voir que moi, je rejoins l'état de santé. Considérons qu'actuellement, la planète sur laquelle on évolue, la nôtre, celle qu'on souhaite aimer, celle que je souhaite que vous aimiez de tout votre cœur. Et si vous êtes là, c'est probablement que vous êtes plus sensible à l'amour pour une planète comme pour un arbre, comme pour un oiseau, que pour un texte, que d'autres gens. Bien, finalement, on doit dire que la planète est malade. Ne me semble pas en parfaite santé, mais à certains moments aussi, il y a 65 millions d'années, la planète a été malade. Je veux dire, si la planète est touchée par un astéroïde, la planète peut se considérer comme blessée, etc. Mais en tout cas, donc, la proposition de texte littéraire, par-delà le texte lui-même, c'est de se demander qu'est-ce que ça peut nous faire à nous d'avoir un contact avec des textes souffrants pour prendre contact, pour réaliser que la planète est véritablement malade. Puis qu'est-ce qu'on peut ouvrir comme possibilité, comme champ d'expertise pour faire que les choses changent. Et je pense que ça va beaucoup plus loin, même si ce n'est pas anodin, que de dire on n'a plus de sacs de plastique chez IGA. Là, à cette heure, ils ont des sacs de papier, là, mais je ne sais pas si vous avez déjà mis une grosse quantité de nourriture dans les sacs de papier chez IGA, mais on sent qu'il va falloir qu'ils renforcissent leurs sacs de papier. J'arrête là ma blague, mais en tout cas. Donc, je continue à lire mon texte. Je ne vois pas beaucoup de sourires là, autour des sacs. Peut-être que vous avez trop de monde, vous avez trop de liens avec IGA, là, mais en tout cas. L'essentiel révolutionnaire de la prochaine décennie se doit d'être poétique. Donc, pour rester en santé, planétairement parlant, oublions là, les problèmes personnels de pneumonie. Là. Donc, l'essentiel révolutionnaire de la prochaine décennie se doit d'être poétique. Personne ne pourra plus s'épargner d'intenses plongées dans la poésie des lieux, des espaces et des êtres.
Il faut considérer que ce ne sera que dans une réelle volonté de fusion rationaliste-irrationaliste, dans un amalgame forcé entre le matérialisme technoscientifique et les arts, que l'humanité pourra reprendre pied dans l'amour des sols, des montagnes, des arbres, des insectes, des oiseaux et des mammifères. L'amour, mais un amour gratuit, l'amour agapan, il y a 4 mots importants en grec pour parler de l'amour, mais l'amour gratuit, c'est l'amour agapan, celui qui ne demande rien et qui donne tout, représente la bouée vers laquelle l'humanité doit diriger son navire dans ce voyage qui est le sien. Et là, je saute quelques passages, là. J'ose croire que l'essai, l'essentielle poéticité, contribuera à la création de nouveaux paradigmes qui permettront à ceux et celles qui sont sensibles à la situation écologique et climatique planétaire de penser plus que jamais en termes de poéticité. Il faut croire qu'il est possible de changer le monde grâce aux arts et à la poésie. C'est ma conviction profonde. Plus que jamais, je pense que si notre monde, la société actuelle, maintenant, là, le 17 mars 2021, si notre société ne se met pas à croire à nouveau, parce qu'elle ne me semble pas y avoir cru beaucoup depuis 10 mois ou 12 mois, si la société ne réinvestit pas d'énormes énergies d'amour et de réalité dans les arts et dans l'expression des arts, je ne sens pas qu'on peut retourner à un état de santé relative aussi rapidement et avec autant de qualité qu'on pourrait y aller. Il faut croire qu'il est possible de changer le monde grâce aux arts et à la poésie. Je ne peux que dire et redire, vive la vie, dans la mesure où nous ne sortons plus hors des sentiers poétiques. En fait, je vais continuer à parler un peu, là, mais vous voyez venir, c'est certain que j'ai beaucoup d'affaires. J'espère que vous ne sentez pas que je vais dans trop de directions. Mes étudiants, en général, me pardonnent après 3 heures d'avoir suivi 244 chemins différents, mais quelque part, vous sentez bien que dans une allocution sur la santé et les arts, actuellement, je ne peux pas faire autrement que de glisser vers le fait que notre population a été soumise à un microbe. Il y a une pandémie que je nierai jamais, mais que l'état de bataille contre ce microbe et cette pandémie me semble avoir été fait sous des auspices qui me semblent dirigés à peu près seulement par les voies intellectuelles, rationalistes, la santé publique qui a fait un travail important, me semble avoir été happé dans une voie qui, me semble-t-il, n'a pas beaucoup tenu compte de facteurs poético, émotionnels, sensibles et aussi irrationnels. Je fais une petite parenthèse, là. J'ai beaucoup réfléchi sur la nécessité de l'irrationalité dans ma vie. J'ai mon mémoire de maîtrise il y a 30 ans en philo, c'était sur la place de l'irrationalité. Je ne connais pas beaucoup d'amis artistes, puis en général, mes amis sont souvent des artistes qui nient la valeur de la fonction irrationnelle. C'est Carl Gustav Jung qui m'a un jour fait découvrir que j'étais un irrationnel, mais d'ordre extroverti. Jung lui-même était un irrationnel introverti. Mais la seule vision technoscientifique fondée sur les sciences classiques et non pas sur la physique quantique propose comme avancée dans le monde un univers qui tient à la seule rationalité ou au seul rationalisme. Et jamais de ma vie, je nierais la valeur du rationalisme si vous avez envie d'aller sur la Lune, parce que si vous voulez y aller d'un point de vue seulement irrationnel, ben, il y a des chances que vous vous perdiez en Sibérie. Mais je caricature, là, mais quelque part, il y a des individus qui ont voyagé sur la Lune de façon abstraite ou avec leur imagination, mais la fonction irrationnelle n'est pas une fonction folle. La fonction irrationnelle est une fonction qui, entre autres, dépend des intuitions. L'intuition, c'est une fonction irrationnelle. Ça, là, je parle au nom de mon mentor, le Carl Gustav Jung. Et les gens intuitifs, souvent, ont plus de propension à toucher au monde des arts que les types pensés qui ont un rapport au monde extrêmement organisé et structuré, qui fait que souvent, il y a des oppositions majeures entre des types pensés puis les types intuitifs les énervent. Ça fait partie de l'humanité. Puis vous me suivez, je ne suis pas en train de remettre en question la valeur de la pensée intellectuelle. Mais la fonction irrationnelle, comme la fonction artistique ou la fonction poétique, dépend en bonne partie d'éléments qui sont irrationnels et pas fous. Le problème majeur, c'est d'associer la folie avec l'irrationalité. En fait, je vais faire un court-circuit rapide, là.
On a lu dans cette session-ci un récit de vie à Auschwitz de Primo Levi, un jeune homme chimiste de 21 ans qui a été interné pendant 1 an, qui a survécu, qui s'appelle « Si c'est un homme ». Et en conclusion, après 2 semaines, on est obligé de dire, mes étudiants et moi, que la pensée rationaliste nazie, inspirée entre autres par Mein Kampf de Hitler, était une pensée qui conduit à l'Holocauste, mais mue par une fonction profondément rationnelle et organisée. J'arrête là, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais attention, c'est que j'ai envie d'être sévère vis-à-vis d'une société qui croit seulement à une fonction rationnelle ou à une technoscience rationalisante qui finalement nous propose des dogmes, des censures et des lois qui, quelque part, ne tiennent pas compte de la poéticité de l'existence. J'avance là-dedans. Il nous reste combien de temps, Marcel? Ça fait à peu près une demi-heure que je parle. Il reste encore un bon 20 minutes. Bon. J'espère que vous n'êtes pas trop égarés, mais je vais essayer de préciser les choses. Mettons que, tiens, je suis exactement dans la même situation que si vous étiez dans mon cours de littérature, là. C'est moi le capitaine du vaisseau, mais je peux vous dire que les étudiants et les étudiantes m'amènent dans des lieux où je ne serais jamais allé. Puis la seule obligation qu'ils ont, c'est de lire. Et mettons là, qu'on tient compte du rythme d'un texte, de sa forme, de l'impression que le texte nous laisse lorsqu'on accepte d'y plonger. Cette plongée dans la poéticité d'un texte, même de certains textes de littérature, comme des textes de Nietzsche ou des textes de Platon, ou la plongée dans certains textes de poésie tout court. Moi, je fais lire depuis 20 ans Regards et jeux dans l'espace de Saint-Denis Garneau à tous mes étudiants dans le cours de littérature universelle. Et ce que je trouve fascinant, c'est qu'il n'y a pas un gars ou une fille de 20 ans qui trouve que ça ne tient pas le coup face à des œuvres comme Hamlet de Shakespeare ou le Tao Te Ching de Lao Tzu ou Faust de Goethe. Donc, le fait de plonger dans une œuvre poétique ou dans une œuvre littéraire ou dans l'art littéraire fait en sorte que quelque part, on sent qu'il se passe quelque chose qui dépasse notre seule capacité de comprendre intellectuellement, de saisir intellectuellement. Si je ramène ça au défi par-delà la COVID, et ça va s'arrêter à un moment donné, là, si vous voulez savoir si je crois au vaccin, il y a eu un miracle à un moment donné. J'ai reçu un téléphone le 27 janvier me disant que comme je travaillais dans le Grand Nord, il fallait que je sois vacciné. Ça fait que je fais partie des 26 personnes écart qui ont été vaccinées au Québec. Là. Bientôt, il va y en avoir plus. Là. Mais en tout cas, je ne suis pas en train de vous dire de vous faire vacciner, mais quelque part, on sent que ce qui va cesser la pandémie actuelle, c'est probablement une vaccination de masse. Les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, si vous voulez mon avis, ils ont tout à fait raison de s'objecter. Personne ne devrait être obligé. Mais voici une conséquence des études et d'un travail technoscientifique pur sur un microbe, sur un virus. Et après 7-8 mois, il faut lever notre chapeau vis-à-vis des scientifiques qui ont trouvé un vaccin. Mais un vaccin appliqué ou, en tout cas, des directives appliquées sans poéticité, dans un moment de panique où il y a des êtres qui meurent, peuvent conduire, et là, je vais me permettre d'être un peu sévère, à des états qui me semblent relever de la maladie psychique collective beaucoup plus que de la santé psychique collective. J'arrête là, parce que là, je ne veux pas trop être sévère, mais c'est moi aussi, je me permets comme invité, comme conférencier, comme docteur ou comme pas docteur ou comme poète, de dire, tiens, de toute urgence, il faut absolument que les individus fassent pression auprès de leur ville, de leur village, de leurs députés, des gens qui ont le pouvoir pour dire, attention, la santé dépend de l'équilibre entre notre corps, parce qu'il n'y a personne ici qui voudrait avoir le coronavirus, puis notre psyché. En fait, si on ne croit pas à la valeur de l'équilibre, si on ne croit pas à la santé psychique, si on traite les individus comme étant des masses de cellules qu'il faut absolument protéger contre un microbe, comme ça s'est passé dans les CHSLD, on peut penser qu'il y a des dérives majeures. Ça aurait pu être pire, ça pourrait être pire. Tout ça pour dire que
je pense que ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, l'abolition des arts de scène, le fait qu'on a laissé tous les Costco ouverts pour des raisons pragmatiques, tout à fait sensées, mais sans qu'on permette la vie réelle de l'art et des arts et de la poéticité, a créé une distorsion qui me semble avoir donné un autre type de maladie à l'état endémique actuel. Puis, cessons de parler de la COVID, la planète va aller mieux dans la mesure où chacun des individus va prendre conscience de sa place dans cet équilibre entre irrationalité et irrationalité, dans cet équilibre entre poésie, poéticité et activité physique précise comme le fait d'arrêter d'utiliser du pétrole, exemple. Je vous fais part, j'ai lu un petit essai de Noam Chomsky, qui est un remarquable penseur américain d'origine juive, qui commence à être vieux, qui est l'inventeur de la linguistique, et qui disait dans son essai, grosso modo, que pour lui, la planète pourrait aller mieux. On ne devrait jamais compter ni sur les institutions, ni sur le monde scientifique en général, ni sur les gouvernements, ni sur les entreprises pour changer la donne de la planète. Ce sont les individus eux-mêmes qui, rassemblés, un peu que ce qui s'est passé au Québec quand Greta Thunberg est venue, qui sont les seules voies d'avenir pour que tout à coup, les paradigmes puissent changer. On sent qu'il y a quelque chose de majeur qui se prépare. De tout cœur, on espère tous que ça n'aille pas du côté de la détresse la plus majeure ou de la maladie la plus majeure. C'est que j'aime bien penser en termes de santé planétaire au lieu de parler seulement de la santé physique personnelle, mais j'ajouterais que à mes étudiants en médecine depuis 25 ans ou 27 ans, toujours je me garde du temps, considérant qu'ils sont des êtres de grande qualité qui savent, qui apprennent beaucoup de choses. En général, un étudiant de deuxième année, c'est à peu près au moins 10 000 fois plus d'affaires que moi. Sauf que je leur dis toujours que le contact, la mise en situation, le rapport physique avec les yeux, au toucher, la parole est essentiel pour soigner. Si on commence à croire que ce n'est pas nécessaire de rencontrer, si on commence à croire que le seul acte technique peut guérir tout, il y a un problème majeur dans l'ordre du soin. Une fois ce dit, si quelqu'un de vous se meurt d'une péritonite à cause d'une appendicite rupturée demain matin, c'est certain qu'un chirurgien que vous ne connaissez pas, une fois qu'ils vont vous avoir endormi, qu'ils vous enlèvent l'appendice, va vous sauver la vie, et ça, c'est indéniable. Sauf que si vous avez un autre type de problème, si vous souffrez d'une maladie chronique, si vous avez un problème psychiatrique, la façon mécaniste d'aborder la médecine me semble totalement insuffisante. Et si je dis ça, mais là, je n'ai pas besoin de vous convaincre, à vous regarder, c'est certain que vous avez un lien profond avec la poésie. La technoscience triomphante autour de l'intelligence artificielle tend à proposer aux étudiants en médecine, comme au monde entier, que c'est des robots, des androïdes, des machines qui bientôt vont nous parler, faire nos diagnostics, nous envoyer les pilules par drone, faire nos examens physiques. En fait, je caricature un peu beaucoup, là, mais voici un danger majeur qu'on oublie que soigner, c'est d'abord rencontrer et qu'accompagner, c'est soigner. C'est qu'il y a des gens en soins palliatifs qui vont mourir et qui sont soignés, même s'ils vont mourir, parce qu'il y a un accompagnement d'ordre poético-aimant. Et que si on oublie ça, ben à ce moment-là, on sent, là, je viens d'ouvrir la porte, là, avec mes étudiants, j'en parle, mais on a à l'euthanasie active, à l'aide médicale à mourir, sans jamais nier l'utilité parcellaire de cette loi. On sent que si on caricature, on voudrait que la planète, les humains, dans une société, coûtent le moins cher possible en n'étant jamais malades, mais que le jour où on leur apprend qu'ils ont une maladie qui pourrait les tuer, bon, mais le lendemain matin, on pourrait les euthanasier parce qu'on n'accepte pas la souffrance. J'arrête là, c'est trop caricatural, je ne veux pas susciter de chicane, mais ce qui me fatigue profondément, c'est cette espèce de vision mécaniste, mais rationaliste, qui dit la souffrance est quelque chose de vicieux. Il ne faut jamais souffrir. Non. Je veux dire, si vous faites du ski de fond et que vous aimez ça faire 15 km sur le lac Saint-Jean, ben là, vous acceptez de vous geler les fesses. Puis là, c'est sain. Je ne vous dis pas de mourir gelé dans un igloo, là, mais il y a des limites à entendre comme proposition de vie qu'il ne faut jamais ni souffrir, ni être en état de non-sécurité. En fait, je caricature encore un peu. Ce que j'ai entendu depuis un an, c'est « soyez confortable dans votre appartement douillet,
Faites-vous livrer des aliments. Écoutez la TV, Netflix. Surtout, ne rencontrez personne, sauf une personne si par miracle vous êtes en couple. Je caricature. Mais là, on sent qu'on est à 1000 milles de la vision de joie où quelque part, les êtres humains ont besoin d'être en contact et ont besoin aussi de se rencontrer pour se soigner les uns les autres. C'est qu'une fille de 61 ans qui va au chevet de sa mère de 87 ans, qui se meurt d'un cancer en phase terminale et qui lui tient la main, la soigne pas moins qu'un neurochirurgien qui va m'enlever la semaine prochaine, moi, la tumeur que j'ai dans le lobe frontal, qui fait que j'ai tout le temps envie de dire des niaiseries. C'est que voilà, je suis rendu où, Marcel? Il ne doit pas rester beaucoup de minutes. Ben, tu peux conclure si tu veux, Jean. OK, je conclue. Je veux dire, ben, on peut ouvrir la discussion. Vous êtes gentil d'avoir été aussi présent. Croyez-moi, mon sentiment en vous sentant, mais là, le malheur que j'ai, c'est que vous êtes à distance. Quand ça va s'éteindre, je vais avoir l'impression d'être déconnecté. Je vais avoir l'impression d'avoir vécu une illusion. C'est ça la différence avec le contact physique, d'aller souper avec quelqu'un, avec une amie ou de donner un cours in vivo. Mais ce que je peux apprécier, c'est que mon discours éparpillé en apparence est d'ordre poético-ésotérico-délirant. Mais évidemment, comme je parle en français puis qu'on comprend tous le français, ben, j'ai parlé dans une langue. Si j'avais parlé seulement en arménien, ben là, il y aurait eu des limites. Vous auriez éteint votre écran là, parce que je parle l'arménien couramment. Non, c'est pas vrai. Mais je connais quelques mots de russe. Donc, l'état d'être que vous m'envoyez me semble extraordinairement réceptif à cette nécessité de la poéticité ou du poétique ou du poème ou de l'art littéraire plus que jamais. En fait, il s'est passé un miracle depuis quelques années au Québec, mais pas juste au Québec, c'est que les livres continuent à se vendre. Les librairies, moi, la librairie Cartier où j'achète mes livres, là, me disent qu'ils n'ont jamais fait un tel chiffre d'affaires depuis un an. Moi, je trouve qu'il y a quand même, il n'y a pas juste des défauts dans le monde, là, que l'art littéraire se poursuive, puis après ça, ben, si je veux faire un clin d'œil à mes amis poètes qui ont 26 ans, là, la parole poétique féminine au Québec depuis quelques années a pris une telle intensité que là, c'est rendu que je pense que ça a doublé les ventes de recueils de poésie. Puis après ça, ben, je fais une parenthèse aussi. Tiens, la parole autochtone Innu français est, à mon point de vue, sur le mode poétique avec Joséphine Bacon, les romans de Naomi Fontaine, le film Quasipan, très probablement, mais là, ça fait 40 ans que je connais les Inuits, puis ça fait 30 ans que je connais les Inuits. J'affirme que l'amélioration de ce qui se passe sur la Côte-Nord, la métisserie, je veux dire, les liens entre Canadiens, Canadiens-Français, Québécois, Inuits, Québécois à Ouahat puis à Maliotenam vont mieux grâce à la parole poétique. En fait, quelles que soient les lois, quelles que soient les réserves, quel que soit l'argent, il y a des façons de faire en sorte que l'harmonie peut exister. Puis je pense, moi, que la parole poétique mise en forme depuis quelques années sur la Côte-Nord est un lien majeur qui nous permet de croire qu'on va arriver un jour à une société plus métissée que jamais, d'ordre culturel sur la Côte-Nord. Je parle de la Côte-Nord parce que moi, je vais à Port-Cartier dans la semaine prochaine. J'ai 2 enfants qui vivent à cette île. J'ai passé ma vie à me promener en kayak. Puis je ne peux pas vous dire ce que je fais sur la Côte-Nord quand je vais en kayak au mois d'août. Parce que sans ça, je serais arrêté par la police. Ils vont m'envoyer un drone pour me mettre en prison. Là. Mais c'est un secret que seulement les Cayens connaissent, puis quelques amis Inuits. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que nous avons été en état poétique, mais évidemment, il y a comme un discours d'ordre plus organisé qui fait qu'en sorte, là, je vais pouvoir répondre à quelques questions maintenant qu'il est rendu 13h50. C'est pas drôle, hein, d'éplatérer aussi longtemps. Non. Alors, on pourrait effectivement déjà accueillir quelques questions des personnes qui sont présentes. Je vois Mme Laurier qui a déjà levé sa main. Donc, je peux vous rappeler que ceux et celles qui ne souhaiteraient pas le faire en direct, vous pouvez le faire via l'espace qu'on appelle converser ou chat. Donc, vous pouvez écrire vos questions. Je vais les relayer à Jean. Alors, je vous donne la parole, Diane. Oui, merci. Ben, en fait, c'est très spontanément là, que j'ai levé ma main. Monsieur Désy, je suis assommée. Merci pour ce que vous venez de dire. Enfin,
quelqu'un qui dit dans des mots ce que plusieurs récentes, plus ou moins avec, je dirais, il y a de la rationalité puis il y a de l'intuition, mais plusieurs ressentent profondément. Je veux dire, ce que vous nous avez livré là, c'est comme un cadeau. Ça dépasse. Moi, c'est sûr que le thème de l'art et la santé, c'était, en tout cas, je ne vous raconterai pas tout ça, là, mais je voulais simplement vous dire merci d'avoir dit ce que vous avez dit. Merci. Bon, c'est sûr, je vais suivre votre cours. Bon, maintenant, une petite question. Vous êtes un habitué de la Côte-Nord et vous exercez la médecine sur la Côte-Nord. Moi, je suis un habitué. J'étais une habituée de la Côte-Nord. Je faisais de la recherche auprès des Inuits en art et culture. Et je voulais savoir jusqu'à quel point votre rapport à la nordicité avait modifié votre façon de faire de la médecine, de penser la médecine, mais de penser aussi ce que vous appelez la poéticité qui fait référence à l'art. Jusqu'à quel point? C'est une immense question. Je vais essayer d'être bref, mais c'est une immense question dans ma vie. C'est certain que quand on est sur la Côte-Nord ou quand on est à la baie James ou quand on est au Nunavik, on est dans un nord plus nordique que quand on est à Sherbrooke, mais le Québec fait partie d'un hiver nordique. Là. Il y a quand même de la neige à Sherbrooke 4 mois par année. Ce n'est pas en Floride. 2, si je n'avais pas connu les Inuits et les cris, mais surtout les Inuits, c'est comme ça que j'ai commencé à pratiquer, je ne sais pas si je me serais rendu compte de mon propre nomadisme intrinsèque. En fait, personne, quand j'avais 20 ans, m'a dit que j'étais un nomade. Mais je l'ai appris en lisant un peu, mais surtout grâce au contact avec des gens qui sont essentiellement des nomades. Ça, je caricature même pas là. Les Inuits et les Cris sont probablement parmi les groupes les plus nomades au monde. Leur rapport au monde dépend de leur nomadisme foncier. Une de leurs souffrances, c'est d'être dans des réserves, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup d'Inuits qui se plaignent d'avoir une maison chauffée à moins 25. Non, mais quelque part, les Inuits et les Cris que je connais qui sont sur le chemin, comme les Cris sont dans un remarquable état actuellement avec le Grand Conseil Cris. Puis des Cris, dans mon livre à moi, j'ai été pendant 30 ans à Waswanipi, à Mistini, à Ojibougoumou, ça se promène. C'est que moi, je suis quelqu'un qui me promène. C'est que si, puis je ne suis pas en train de dire qu'il faut se promener, mais il y a des nomades et des sédentaires. Les sédentaires participent à une société sédentariste qui est la nôtre, mais les groupes nomades qui sont les Inuits, puis il y a des gens, des Québécois qui sont profondément nomades. C'est pas pour rien que, pardonnons, mais aussi comprenons fort bien que les centaines de milliers de Québécois qui se promènent avec le Winnebago pour aller en Floride, ils vivent leur nomadisme intrinsèque. On a des liens avec un nomadisme profond qui date qui dure depuis 400-500 ans. C'est que j'ai compris l'état nomadique en étant sur la Côte-Nord et dans le Grand Nord. Les Inuits sont différemment nomades. Les Inuits ont vécu un nomadisme le long de la côte. Il y en a qui parlent de semi-nomadisme en anthropologie, mais en tout cas. Et pour en venir à la santé, c'est que soigner un nomade, ça ne soigne pas comme un sédentaire. C'est que si on est soi-même nomade, puis qu'on participe aux soins nomades, bien, ce qui est génial, c'est que quand ça fait 2 ans et demi que tu n'es pas allé dans le village de Waswanipi, puis tu arrives là l'après-midi, bien là, il y a quelqu'un qui a dit « Hey, bienvenue! Welcome home. » Oui, c'est ça. Je veux dire, les nomades, puis après ça, les nomades, ils ne viennent pas à leur rendez-vous. C'est que si tu es trop chargé d'ouvrage, là, tu es libéré. Je caricature un peu, là, mais le temps nomade, là, on n'a plus le droit de dire le temps indien. Là, je veux dire, il y a des mots qui sont mis à l'index. Là, on va dire mais le temps autochtone, le temps nomade, c'est un temps qui existe pour vrai, mais qui a des structures qui sont très différentes du temps sédentariste. Puis l'autre chose aussi, le rapport à la nordicité, c'est certain que les lieux nordiques, les manières de vivre nordiques, nordicistes, sont extrêmement différentes que les manières de vivre urbaines. Je veux dire, quelqu'un qui vit dans un village au lac Saint-Jean n'a pas le même type de vie que quand il vit dans le centre-ville de New York ou de Montréal. Je regrette. Voici des différences majeures dans la façon de s'approprier un climat, un pays. Puis en même temps, ce n'est pas nécessaire de faire du ski de fond. Là. Il y a du monde sédentaire qui sont. Il y a des cultivateurs dans des villages du lac Saint-Jean qui ont. Si quelqu'un élève des vaches, il est aussi bien d'être mieux d'être sédentaire parce que s'il veut s'en aller 1 mois sur 2 en expédition, là, ces vaches vont avoir de la misère. Je caricature, mais les cultivateurs que j'ai connus dans ma vie sont des êtres qui apprécient, même sans le savoir, la sédentarisation par nécessité. C'est que voici une réponse partielle, là, mais j'aurais jamais, moi, il n'y a pas de texte qui m'a montré à moi
que la vie nomade me convenait mieux que la vie sédentaire. C'est qu'actuellement, depuis 1 an, je vais vous avouer que même s'il faut arrêter de prendre l'avion, on annonçait 1,7 milliard de voyageurs s'il n'y avait pas eu la COVID, bien, moi, de ne pas me promener, comme là, grâce à Daniel, Daniel Dubé, là, je suis allé en Espagne avec une de mes amies. J'ai traversé à Tanger au mois de janvier de l'année passée. Là, puis l'ami en question parlait arabe. Là, puis j'ai tripé comme un malade là, de me retrouver à Tanger pendant 3 heures. Mais voici pourquoi j'ai fait ça sans aucune raison autre que l'irrationalité nomadique. Puis j'ai écrit de la poésie un peu, là, mais voilà. OK. D'autres personnes qui aimeraient poser des questions à Jean, revenir sur certains éléments qui ont été mentionnés durant cette conférence? Moi, j'en ai une question, Jean, pour toi. Oui. Alors, tu sais, dans le fond, tu nous as parlé beaucoup de ton rapport avec ces étudiants qui sont soit des étudiantes en médecine ou en littérature. Donc, j'aimerais, je pense que tu nous as déjà donné des clés, là, mais que tu précises davantage en quoi, mettons, les œuvres, peu importe le corpus que tu choisis, ou la littérature, puisque c'est l'art aussi que tu développes davantage, ça équipe pour être un meilleur soignant ou soignante? Excellente question. J'aime ça beaucoup aussi que tu dises soignant au lieu de dire médecin. Il n'y a pas juste les médecins. Là. Moi, j'ai eu la chance depuis toute ma vie de travailler dans des équipes où c'est les infirmières qui soignent 80% des patients, qui donnent des antibiotiques, et ça me convient parfaitement. S'il y a un patient qui se fait écrasé par une auto puis qu'il est en arrêt respiratoire, là, ils peuvent se fier sur moi pour l'intuber. Mais j'aime ça, ces équipes multidisciplinaires de soignants avec la diététiste, les policiers qui viennent le soir, les infirmières, etc. Mais pour répondre à ta question, Marcel, en fait, il n'y a pas juste des étudiants en médecine, mais prenons un étudiant en médecine. Puis ce qui est fascinant pour moi, c'est que je pense que les étudiants, puis pas juste les filles, il y a des gars ces années-ci. Avant ça, il y avait juste des filles dans mes cours de littérature. Là, il y a 20 ans, il y avait un gars pour 22 filles. Maintenant, là, dans mon cours, j'ai 7 gars. C'est quoi le miracle, là? 7 gars de 21 ans, il y a quelque chose. Mettons qu'on est étudiant en médecine, les êtres se rendent compte que la technoscience mécaniste, parce que c'est très mécaniste, ça, la vision élargie de la science, on peut dire que la vision quantique intègre des éléments de poéticité. Ça, c'est un peu plus compliqué, j'en parlerai peut-être. Mais donc, mettons qu'on donne un cours en médecine, les étudiants en médecine savent des choses, apprennent l'anatomie, apprennent l'art des effets secondaires des médicaments, mais ils se rendent compte que, prenons un exemple, si un étudiant en médecine lit Putain de Nelly Arcan, si un étudiant en médecine plonge dans dans le récit souffrant d'une jeune femme extraordinairement talentueuse qui veut mourir et qui se met à haïr profondément son être comme les êtres autour d'elle, je caricature un petit peu, là, et qui va parler de suicide. Ce qui est fascinant, c'est que les soignants, au lieu de juger la patiente, la souffrante, la narratrice exceptionnelle, la poète, essaie de voir qu'est-ce qui a pu faire en sorte que sa parole persiste. Et remarquablement, il y a quelques semaines, il y a une étudiante qui a trouvé dans le groupe, lorsqu'on discutait pendant 2 heures du secret dans Putain de Nelly Arcan, que Nelly Arcan, ça va loin là ce qu'est. Nelly Arcan, comme jeune femme, malgré tout, par-delà sa souffrance, qui annonçait son suicide, et une jeune femme qui a comme fait une espèce nous fait un cadeau et que son état suicidaire est comme comment dire, donc, il y a quelque chose de positif dans cet état suicidaire. En fait, c'est très délicat ce que je vais dire, là. Ça rejoint le Petit Prince de Saint-Exupéry qui se laisse mordre par le serpent pour partir dans sa planète en disant à son alter ego, qui est le pilote, va, sauve-toi du désert, je suis seulement ton alter ego et c'est seulement en me faisant piquer. Donc, il y a comme un sacrifice, il y a un acte sacrificiel. En fait, ça va loin. Mes étudiants m'apprennent que Nelly Arcan, grâce à la poésie, fait un acte sacrificiel qui permet aux lectrices et aux lecteurs, mais particulièrement aux jeunes femmes, de dire non,
tout n'est pas insensé. Mais vous me suivez, je ne suis pas en train de faire le panégyrique du suicide. Je ne suis pas en train de dire que c'est rigolo d'être aussi souffrant lorsqu'on a 20 ans ou 25 ans. Puis je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas le devoir d'aider ou d'accompagner ou de soigner quelqu'un qui est comme ça. Mais la poésie nous dit, par-delà les soins, par-delà l'obligation, il y a quelque chose de grandiose. Puis l'affaire du sacrifice du Petit Prince, c'est pas moi qui ai trouvé ça, c'est un étudiant en psycho. Moi, je finis mes cours lorsqu'il n'y avait pas la COVID chez moi pendant 10 heures à la maison. On saute 3 cours. Puis un étudiant en psycho qui m'avait dit, voici une figure christique du don sacrificiel de lui-même. Puis c'est comme ça qu'il avait parlé du Petit Prince et de l'aviateur. Tout le monde connaît le Petit Prince Saint-Exupéry. C'est comme deux alter ego. En tout cas, personne n'est obligé d'être d'accord avec ça. On semble être dans le délire, là, mais wow! Quelle interprétation philosophico-poétique. Donc, pour répondre plus précisément, si on n'accepte pas d'aborder les patients, les malades, les souffrants, les handicapés, d'une autre façon que la façon technique de dire « on va vous mettre des vis, là ». Bien, le problème, c'est qu'on va soigner le patient en partie, oui, parce que, je veux dire, je caricature un peu. Là. Il n'y a rien de mieux dans la technoscience que quelqu'un qui arrive inconscient, qui a été fait par un autobus, puis qui a 26 fractures, la rate arrachée. Là, on l'amène dans la salle d'op, on l'opère, on lui met des vis, puis là, on lui donne des pilules, puis là, il était aux soins intensifs, puis là, quand il sort de là, il ne mourra pas. Wow, super. Sauf qu'à un moment donné, il y a besoin que quelqu'un vienne tenir la main. Il y a besoin d'une madame, d'un monsieur qui va lui dire ça va bien aller. Tu sais, je veux dire, on se fait dire ça va bien aller. En fait, si quelqu'un ne reçoit pas de l'amour, on peut se demander si ses soins sont complets. Mais en même temps, bien, ça remet en question l'hégémonie de la seule technoscience. Un livre, en tout cas, puis j'insiste, vous me suivez, je ne suis pas un contradicteur de la technoscience, mais la vision strictement mécaniste qui existe depuis 100 ans et achève. Il faut absolument y incorporer des éléments de physique quantique la physique quantique, moi, mais certains de mes auteurs préférés, c'est Heisenberg, Planck, Pauli. Pauli qui a développé la notion de synchronicité avec Carl Gustav Jung, qui a élaboré sur le mode mathématique une vision qui semble totalement ésotérique sur la simultanéité événementielle synchronique. Wow, wow. Parfois, ça n'a aucun sens de se rencontrer, parfois, ça en a beaucoup. Donc, je suis obligé de dire, moi, que d'avoir empêché des familles, des milliers de personnes, d'avoir accompagné les souffrants et les mourants pendant des mois, et ça, c'est absolument inacceptable à mon point de vue. Et j'ai osé le dire au mois de mars, mais je pense qu'il faut absolument, en fonction des prochaines pandémies, réfléchir là-dessus, accompagner les êtres avec sa présence. C'est plus important quand on est en phase terminale que la chimiothérapie, parce que c'est palliatif. En fait, il faut croire et il faut écouter des gens qui accompagnent des familles, des gens qui vont mourir et qui sont en soins palliatifs. En fait, la technoscience nous semble envoyer comme message qu'on ne croit pas au palliatif. On croit à la perfection. C'est parfait, c'est en santé ou c'est rien. Ça, c'est extraordinairement cartésien, c'est A ou B, 1 ou 0. Et ça, d'un point de vue politique, moi, je trouve ça nul. Alors, j'ai trois nouvelles personnes qui veulent poser des questions, Jean. Donc, on va leur donner la parole. Donc, la première personne, c'est Mélissa Corbeil. Donc, Mélissa, si tu veux poser ta question. Oui, bonjour. Dans le fond, j'étais très intriguée aussi d'en savoir davantage, étant donné que vous côtoyez les travailleurs de la santé, les étudiants en médecine. Comment eux vivent la poéticité? Est-ce que vous le sentez que c'est très présent, semi-présent un peu? Enfin, parce que moi, je côtoie moins ce milieu-là, puis je suis convaincue, moi, par toute cette poésie de l'existence, mais comment vous le percevez à travers le milieu de la santé? Est-ce qu'elle est présente? En fait, il faut que je sois très honnête. Moi, je me sens totalement gâté là, parce que, je ne suis pas mort encore. 2, je ne suis pas malade. 3, la faculté de médecine me permet de donner des cours de littérature. Puis les étudiants en médecine qui s'inscrivent à mon cours de littérature ont déjà un intérêt et un biais majeur pour le poétique, pour la littérature, pour la sensibilité, pour l'intuition poétique. Les autres,
Je les rencontre dans des cours de médecine. Je donne à chaque session 2 cours ou 3 cours de médecine. Demain soir, j'ai 4 heures, j'ai 2 groupes différents. Les étudiants en médecine, à ce moment-ci, ce que je trouve fascinant, c'est qu'ils sont tous perturbés, sans exception, par l'avenir. Et ils sentent bien que les propositions strictement scientifiques ont des limitations, mais c'est très variable. Mais ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas besoin de convaincre personne quand tout à coup, ils acceptent de jouer le jeu en s'inscrivant dans un cours de littérature. Mais ce que je peux dire, comme là, c'est la première fois que ça m'arrive. Moi, j'ai été dans les scouts toute ma vie. J'ai commencé à faire du scoutisme quand j'avais 9 ans. Puis j'ai été chef scout pendant 12 ans. Puis la vie scout me semble essentielle pour garder contact avec la nature. Un des éléments majeurs de la santé de la planète des individus dépend d'une nécessité de garder contact avec la nature. Si on n'aime pas les oiseaux, si ça nous énerve les oiseaux, je comprendrais mal qu'on veuille préserver les oiseaux puis qu'on ne se combatte pas les pesticides du monde. Mais depuis 1 an et demi, il y a des étudiants en médecine qui m'ont demandé de leur organiser des camps littéraires de brousse à mon camp, qui est dans la vallée de la Broye-du-Nord. C'est qu'on a fait 3 camps. Il devait en avoir un au mois de novembre, ça a été annulé. Il y avait 14 étudiants. Et il y a quelques étudiants en agronomie, en psycho, mais en général, c'est étudiants en médecine de 20, 21, 22 ans. Puis là, pendant 3 jours, du vendredi au dimanche, ils veulent écrire, puis ils veulent qu'on aille dans le bois. Puis là, ils ont 21 ans. Comme l'été passé, on a fait 6 heures de canot sur la rivière Broye-du-Nord, puis là, on a fait 2 haltes pour écrire. Pourquoi ils me demandent ça? Moi, je me sens comme un fou de joie. Je veux dire, je suis le vieux chef scout, puis évidemment, tu n'as pas le droit de dire trop de niaiseries au feu de camp, mais un feu de camp qui dure 4h30 de temps, où il y a 80% des chansons en français qui sont chantées par 12 étudiants, puis il y en a 6 qui jouent de la guitare, du tam-tam, puis de la flûte traversière. Aïe, aïe. J'ai l'impression d'être... puis ils chantent des chansons de Desjardins, puis de Jacques Brel. C'est quoi qui se passe? Là? Ils ont 21 ans, ils n'ont pas 51 ans. Voici, mais de façon très partielle et très subjective, ce qui m'anime profondément. En fait, ce que je dois dire, c'est qu'à ce moment-ci, là, confiné, là, moi, je reste dans le bois, là, puis par hasard, je suis tout seul. Là, si je n'avais pas ce rapport aussi follement intéressant avec les étudiants, ben là, j'ai écrit sur Facebook il y a 2 semaines, j'étais en Gaspésie, j'étais allé aller-retour voir une de mes chums en Gaspésie, puis j'ai écrit qu'il y a un sous-marin russe nommé le Raskolnikov qui devait émerger proche du pied de Chloridum pour venir me chercher parce que je connaissais le capitaine. J'ai travaillé pour vrai à Moscou, moi, comme médecin. Puis là, le capitaine Lomonosov m'amenait à Saint-Pétersbourg parce que là, je partais à pied pour le lac Baïkal. Voici un mélange de folie, de rêverie, puis en même temps, j'ai vraiment envie d'aller au lac Baïkal à pied quand la COVID va finir, si ça finit. Mais en tout cas, j'ai débordé de la réponse, je pense, Mélissa, mais quelque part, le monde qui ont 20 ans, puis là, c'est un peu coco ce que je vais dire là. Moi, j'ai 67 ans. Quand tu as 67 ans, si tu ne crois pas en l'avenir par le monde qui ont 20 ans, tu ne crois plus en rien. Il ne te reste plus rien qu'à aller te réfugier dans un CHSLD en Floride. Là. Non, je caricature. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire à ce moment-ci, puis je pense qu'on est à un moment tournant où les arts vont prendre une place majeure parce que les êtres qui ont 18, 20, 22, 25 savent bien que sans la poéticité, l'avenir est impossible et que ce n'est pas sur le mode de la réunion rationaliste pour dire là, on fait des autos électriques. Ben oui, c'est ça. Mais là, ils produisent à peu près 25 milliards de téléphones cellulaires obsolètes après 6 mois. Là, je veux dire, on sent que... je caricature toujours un peu, mais on sent qu'à force d'inventer des téléphones qui contiennent toutes sortes de produits nettement plus délétères, vous savez que la pollution majeure dans le fleuve Saint-Laurent depuis quelques années, c'est associée aux produits radioactifs des machines médicales à Montréal. En fait, il y a une nouvelle pollution dont on ne se doutait pas. Ce n'est plus les sacs de plastique ni le pétrole qui nuit aux poissons qui sont à Rimouski. C'est les produits radioactifs qui ne sont pas traités dans les eaux usées. Des milliers de machines qui font des tacos à Montréal puis à Trois-Rivières. En tout cas, jamais de ma vie je voudrais être pessimiste, mais je pense qu'à chaque fois que les humains font quelque chose, à chaque minute, ils s'inventent un pesticide nouveau, une patente nouvelle, on devrait vraiment se demander ce que ça fait sur les oiseaux, sur les citelles, sur les coquerelles. Si la planète est en train s'il n'y a plus de coquerelles sur la planète, on va penser que là, la planète va être en santé, elle va être morte. Je veux dire, les coquerelles, c'est peut-être une caricature. Là. Vive les charançons.
En fait, ce qui me trouble, moi, c'est qu'il reste encore autant de mouches noires dans le Moyen-Nord ou dans le Grand Nord. Ça, on sent que les pesticides n'ont pas réussi à abaisser la masse des mouches noires qu'il y a dans la toundra. Ça, il me semble que s'il y en avait moins, ça ne nuirait pas. S'il y en a qui vont dans les Monts-Valin, au nord de Chibougamau, faire du camping au mois de juin, là, au juillet, là, ciboulette. En tout cas. OK, Jean, oui, OK, j'arrête. j'ai encore deux. J'ai une personne Oui. qui a posé une question dans la conversation. Donc, je te la formule, cette question-là. Puis après, je vais redonner la parole, après ta réponse, à Mme Tamara aussi, qui voudrait poser une question. Donc, la question est la suivante. Vous arrive-t-il de prendre la parole auprès des instances gouvernementales pour rappeler l'importance qu'amène la poéticité dans l'équilibre de l'humanité? Ben, en fait, j'ai envie de répondre avec mon cœur. Pour la première fois de ma vie, j'ai été invité le 11 mars à Radio-Canada à participer à l'émission pour commémorer le début de la COVID de 8h à 10h. Et j'ai eu 1h30 d'entrevue avec une recherchiste. Après ça, j'ai eu une entrevue de 45 minutes avec les gens de l'émission. Puis, ils ont décliné ma présence à Radio-Canada. C'est certain que ces semaines-ci ou ces mois-ci, j'ose parler avec mon cœur, puis je pense qu'il faut absolument avoir le courage comme poète de dire nos opinions vis-à-vis de ce qui est bien pensant autour des éléments de la santé publique. Ça fait que quelque part, je leur ai dit à peu près ce que je vous dis à vous autres là, en ce qui concerne comme le problème de la mort et du suicide. Je vous dis, moi, mes étudiants, ils savent bien qu'un de mes héros, c'est Camus, puis dans le mythe de Sisyphe, la première phrase, c'est « Il n'y a qu'un seul problème philosophique, c'est le suicide ». Je ne suis pas en train de faire un panégyrique du suicide, mais l'état suicidaire est majeur et le questionnement sur la mort et le suicide doit être fait à tout moment, mais plus que jamais. Et il y a seulement les arts, à mon sens, et la littérature qui nous permettent de ne pas sombrer dans toutes sortes d'aléas majeurs autour de l'idée de la mort. C'est que je pense, moi, que ce que ma société m'envoie comme indice, c'est pas juste le Québec, les sociétés riches du monde envoie une absence totale de contact avec la souffrance, mais encore là, un déni total de cette espèce de finalité qui est absolument difficile, sinon intolérable, qui est la mort. C'est que ce que je dis aussi, c'est que si on n'aborde pas la poéticité sous l'angle de la sacralité, si on n'aborde pas l'univers des humains avec la spiritualité, et là, je ne parle pas du religieux, mais si on se déleste de toute forme de spiritualité dans le rapport au sacré, c'est certain que la profanation de la planète peut seulement se poursuivre. Ça va ensemble. C'est que la société québécoise actuellement, mes étudiants sont dans un no man's land sacré ou spiritualiste qui me laisse pantois et qui les laisse pantois. C'est que quand ils lisent le Tao Te Ching de Lao Tzu, puis que je leur fais lire des extraits des évangiles de Saint-Luc et des passages du Coran et des passages de la Bhagavad Gita hindou, c'est fou comment là, ils tombent à terre en disant, voyons donc, c'est comme des copier-coller. Je caricature un peu, là, mais il faut lire le Tao Te Ching de Lao Tzu, comme il y a des évangiles qui sont majeurs pour la joie et le bien-être, pour la santé spirituelle des individus. En fait, la santé physique et psychique dépend du rapport sacré qu'on a au monde. C'est que sans sacré, je veux dire, l'expression québécoise, on s'en sac-tu, ça, c'est probablement le début de la fin, parce que quand on s'en sac, là, les jeux sont faits. Okay, je voulais juste rendre crédit à la question qui venait d'être posée. Je n'ai pas eu le temps de dire que c'était Marie-Pierre Fleury qui la posait, cette question-là d'interpeller ou d'aller rencontrer les instances gouvernementales. Maintenant, il y avait Mme Tamara qui voulait poser une question. Je vous donnerai la parole. Tamara. Oui, merci beaucoup. C'est bon de vous entendre, Monsieur Désir. Vous êtes un grand sage. C'est vraiment adorable. La question, parce que je baissais la main à un moment donné, je me suis dit c'est peut-être pas pertinent de poser ce genre de questions-là pour créer un peu le bisbille, mais je voulais savoir un peu, avec votre position d'académicien, bien sûr, vous avez plusieurs plateformes où vous pouvez intervenir et de vous faire entendre. Mais comment vous êtes perçu par establishment médical? Parce que moi, je pense que présentement, dans la période de pandémie,
on est comme soudainement réalisé qu'on est tellement vulnérable et c'est peut-être le bon momentum pour pouvoir avancer à justement cette ouverture vers l'humanisme, vers la spiritualité, vers le quantique et tout ce que vous faites dans vos propos. Mais est-ce que l'establishment médical vous rejette, résiste, vous traite comme un fou, un peu marginal? Comment vous le vivez? La vraie réponse, c'est que dans le fond, j'ai choisi la littérature pour sauver ma vie. J'enseigne avec une folle passion parce que les étudiants me retournent 1 million de fois plus d'amour que je suis capable de leur en donner. J'ai continué à pratiquer et je pratique, puis je dois vous avouer que parce que j'ai une pratique marginale, parce que je vois des amis quand je suis à Québec pour leur rendre service, comme le voisin dont il y a un petit garçon de 2 ans qui avait une otite, là, mais autrement, mon rapport à la médecine tient seulement à un rapport de nordicité avec surtout des Autochtones ou sur la Côte-Nord où là, on est loin. Cet éloignement a fait en sorte que je n'ai jamais été beaucoup bousculé dans cette relative marginalité. Mais je suis persuadé de la validité de ce que je dis. Mais une fois que j'ai dit ça, je ne peux absolument pas parler pour ce qui est de l'establishment. Il y a une corporation qui existe, qui fait son travail. Puis aussi, j'aurais envie de dire qu'en ce qui a trait à la COVID, si on est mourant et qu'on va aux soins intensifs et qu'on est en détresse respiratoire et qu'il y a tout un système qui nous aide à ne pas mourir, c'est extraordinaire. Point. Voilà. Mais ce que je dois dire, c'est que ce qui est effarant, c'est que jusqu'à maintenant, depuis 12 mois, médicalement, il n'y a personne qui propose quelque traitement que ce soit jusqu'à temps qu'on soit tellement malade qu'on aille aux soins intensifs. Je ne caricature pas, là, c'est comme ça. Là, je n'oserais pas publiquement donner mes croyances, mais c'est quand même majeur que tout à coup, la médecine ne propose rien pour donner un coup de main à quelqu'un qui commence à avoir des symptômes covidiens majeurs dans les prochaines heures. Moi, comme urgentiste, comme gars de bois, je donne des cours, ça fait 3 ans, 4 ans là, que je fais un camp médical de brousse avec l'Université Laval, puis ils m'engagent comme vieux docteur du Nord. Puis moi, j'apprends aux étudiants comment faire pour soigner un patient épileptique qui est en coma et qui convulse à cause d'une hypoglycémie majeure. Là. Je leur dis qu'on soigne ça avec du sirop d'érable intrarectal. Là. Mais vous voyez, il y a un jeune urgentologue qui crée le camp, là, qui rit. Mais en même temps, voici mon enseignement. Si vous êtes seul dans le bois puis que vous n'avez pas de dextrose intraveineux puis vous n'avez pas de veine ouverte, on ne met pas du sucre dans la bouche de quelqu'un qui est en convulsion généralisée puis qui est en hypoglycémie. Mais voici ma caricature. C'est que, quelque part, je pense, moi, que les dogmes, d'où qu'ils viennent, sont toujours dangereux. Je pense qu'il y a eu des dogmes qui ont tué l'aspect dogmatique du catholicisme a presque tué la spiritualité catholique au Québec. C'est comme ça. Les dogmes sont dangereux. C'est qu'il y a des dogmes sociologiques, il y a des dogmes médicaux. C'est que je pense, moi, que soigner, c'est surtout accepter de jouer avec des normes, mais il faut se méfier de toute forme de dogme. Puis les poètes, les artistes que j'aime, en général, un artiste, ça ne joue jamais dans le dogme. En fait, il y a un de mes amis poètes, lorsque je l'interviewais, disait bien que pour être artiste, il faut accepter d'être dans la marge. Les sociétés, pas juste la nôtre, toutes les sociétés ont probablement accepté la présence des artistes, mais de façon très marginale, en les laissant dans la marge. Mais pour être un artiste, pour avoir une voix poétique, il faut être dans une réelle marginalité. Mais en même temps, c'est un jeu dangereux parce que, comme là, on le voit bien, en étant dans la marge, ben, les artistes de scène sont actuellement en état de détresse majeure et ça, c'est la faute de toutes sortes de choses. Je n'ose pas pointer une personne, mais c'est la réponse la plus intelligente que je peux donner, Tamara, à ce lien. Mais dans toute ma vie, moi, je ne me suis pas fait achaler, je me trouve chanceux. Mais évidemment, je suis sur mes gardes. Puis évidemment, la chance que j'ai, c'est d'avoir travaillé dans le Grand Nord avec des Inuits, puis de travailler sur la Côte-Nord avec des Inuits, puis des Caïens aussi. Puis plus c'est familial, plus il y a un père et une mère à côté d'un enfant qui est gravement malade ou d'un monsieur de 96 ans qui se meurt en insuffisance rénale, bien, plus le contact familial et collectif est intense et précis et émouvant, plus c'est facile de soigner. En fait, les décisions de soins dépendent du lien de confiance. Sans confiance, moi, je suis incapable de soigner qui que ce soit
si je ne suis pas dans un lien de confiance. OK, Jean, j'ai une autre personne qui voudrait poser une question. Faudrait que ça soit assez rapide là, comme réponse parce qu'on se dirige tout doucement vers la fin de notre séance. Donc, la parole, je vous la donne. C'est Camille Brisson qui voudrait vous interpeller. Bien, merci pour tout ce qui a été dit. Là, je le répète aussi. Moi, j'ai une petite question. En fait, je ne sais pas à quel point vous êtes en mesure d'y répondre, mais je me dis, en ayant navigué aussi longtemps dans le réseau professionnel de la santé, vous avez sûrement des pistes. J'œuvre au sein du milieu artistique, mais j'ai une très grande passion pour les sciences, puis je suis de très près quand même ce qui se passe dans le milieu scientifique. Puis je ne peux pas m'empêcher de constater qu'il y a une volonté massive de maillage hors sciences. On pense au fond du FRQ, aux scientifiques en chef qui n'arrêtent pas de mettre de l'avant toutes sortes de bourses, de concours, d'opportunités, de réorientation. Et pourtant, si on remonte dans les instances publiques, ça ne fonctionne pas. Il y a comme un clivage, là. Il y a des sommités scientifiques qui prônent définitivement là, cette réinsertion des secteurs de la communication intersectorielle. Est-ce que ça serait... Est-ce qu'on ne tombe pas dans un piège du politique? Est-ce que ce n'est pas le politique qui est devenu le nouveau sacré, la nouvelle figure religieuse suprême, le nouveau culte? Moi, j'aime beaucoup la question. C'est très délicat, mais je vais essayer d'y répondre là, encore là avec mes tripes. Là. Je pense, moi, que vous me saisissez. Là. Jamais de ma vie, je nierai la valeur de l'esprit scientifique. Moi, j'ai lu Einstein. Un des chefs-d'œuvre de la littérature, c'est Comment je vois le monde d'Albert Einstein, le créateur de la théorie de la relativité restreinte et générale. Puis Einstein est un remarquable... C'est lui qui parle de la religiosité cosmique. C'est que les scientifiques, la grande science et le grand art se rejoignent. Où il y a un hic, tu l'as bien dit, Camille, c'est au niveau des instances qui ont du pouvoir. En fait, ça dépasse le sol politique. Il y a des compagnies, il y a des conglomérats qui ont plus de pouvoir que des gouvernements. C'est que toute gang qui a du pouvoir, en général, va aller dans le sens de plus de pouvoir. Et c'est là que le bas blesse. Et c'est là que les esprits de qualité, artistiques ou scientifiques, ou les deux réunis, réussissent pas à se faire entendre parce que ça fait partie de la psyché collective. C'est comme si les humains, depuis la venue des temps, souvent étaient comme faits prisonniers par un pouvoir, quel qu'il soit, un pouvoir politique, un pouvoir philosophique, un pouvoir génocidaire, un pouvoir nazi, un pouvoir ce que vous voudrez. Puis ce qui est fascinant, puis ça aussi, ça touche certains de mes grands questionnements, c'est que c'est à peu près toujours fait pour le plus grand bien de l'humanité. Sortons là, de la COVID. Là. Moi, je lis des passages de Mein Kampf à mes étudiants et grosso modo, c'est gros ce que je vais dire là, le nazisme en Allemagne est né puis a acquis une espèce d'ampleur telle parce que c'était fait au nom du bien. Un des chefs-d'œuvre du 20e siècle, c'est un petit essai de Hannah Arendt qui s'appelle Eichmann à Jérusalem et le sous-titre, c'est sur la banalité du mal. Donc, c'est comme si toute instance de pouvoir était toujours, par définition, sauf parfois, incapable de tenir compte des éléments aussi complexes que l'union, poésie, science. Mais là, il y a des exemples au contraire. Le Mahatma Gandhi, qui est une de mes idoles, est un politicien majeur qui a changé la destinée de l'Inde parce que tout à coup, il y avait une vision sacrée et spiritualiste et il a été capable de ne pas jouer avec ce pouvoir-là. En fait, si on est capable de mettre le doigt sur certains politiciens ou certaines politiques ou certains partis ou certaines organisations qui acceptent de ne pas jouer le jeu du pouvoir, ah ben là, c'est réussi. Mais il y a comme une contradiction forte. C'est pour ça aussi que tous les régimes dictatoriaux ont tendance à faire taire la parole poétique parce que ça leur est insupportable qu'il y ait des paroles marginales qui viennent contrevenir au pouvoir. Puis en même temps, ben là, je veux dire, comme le pouvoir d'un père face à face par rapport à ses 4 enfants quand ils vont en canot, c'est de leur dire, vous êtes obligé de mettre une ceinture. S'il y a un fils de 14 ans qui dit non, je ne mets pas ma ceinture, ben là, le père va dire, on ne fait pas de canot. Voici un pouvoir assez dictatorial qui dit non. Mais
ça s'arrête là. En fait, il y a quelque chose de compliqué qui me fascine. Moi, c'est entre autres pourquoi je donne des cours de littérature, puis je fais lire Hannah Arendt, puis Primo Levi, puis vous me suivez, là, je ne suis pas en train de faire des comparaisons disgracieuses entre ce qui se passe maintenant et le nazisme, mais la parole autoritariste est toujours dangereuse. C'est pour ça qu'on croit à la liberté d'expression, c'est pour ça qu'on croit à la démocratie, c'est pour ça qu'on veut y croire. Mais la psychose anxieuse, ce qui est créé par les médias pour rendre anxieux à peu près 90% de la population, me semble être un pouvoir nettement plus fin et plus mesquin finalement qu'une loi appliquée. En tout cas, peut-être pas plus. On sent que les humains restent quand même d'extraordinaires êtres de fragilité face à des anxiétés majeures. Je veux dire, de créer la peur, c'est sûrement une manière d'avoir du pouvoir. Puis moi, une de mes convictions profondes depuis 30 ans en philosophie, c'est le pouvoir est l'antithèse de l'amour agapane, l'amour gratuit. Si vous acceptez de ne pas avoir du pouvoir face à un amoureux, une amoureuse, à votre enfant ou à quelqu'un, un patient. En fait, un bon soignant n'a pas de pouvoir vis-à-vis de son patient. Un patient doit avoir le droit de dire « Moi, là, je suis contre le vaccin ». Un soignant peut dire « Moi, je pense que tu devrais te faire vacciner parce que tu t'en vas travailler en Amazonie pendant 6 mois. Là, je pense que là, tu vas attraper un petit foyer. » Mais il y a une discussion à avoir, mais le pouvoir, c'est l'antithèse même du soin. C'est que les patients qui se font soigner en étant sur le diktat d'un pouvoir ont tout le temps envie de nous dire « Ah oui, il a guéri ma pneumonie, mais je l'ai tellement haï. » Je veux dire, guérir pour haïr, c'est plate. Est-ce que c'est mieux de mourir en aimant? Peut-être. Alors, je vais finalement conclure cette rencontre. Dans un premier temps, pour te remercier, Jean. Vraiment, je pense qu'on avait pas loin d'une 50aine de personnes d'inscrites et de présentes. Et en leur nom, je vais aussi te remercier. J'étais vraiment fascinée d'entendre aussi vos interrogations. Je pense que la dernière question posée par Camille nous amène aussi à voir la difficulté de réconcilier des univers qui, au départ, ne sont pas nécessairement étrangers, mais auraient intérêt à faire plus ensemble pour qu'on vive dans un monde un peu plus serein et, j'allais dire, joyeux, malgré la période qu'on traverse. Donc, je vais aussi remercier, Jean en a parlé dès le départ, mais il y a quand même une équipe là, qui était à la réalisation de cette activité. Donc, je nomme Julie Gagnon, je nomme Danise Harvey, je nomme Mélissa Corbeil et je nomme aussi Marjorie Fortin. Cette équipe-là continue à travailler après la rencontre d'aujourd'hui parce qu'elle va vous convier à une autre activité qui va avoir lieu le 29 avril. Donc, mettez ça à vos agendas si ça vous intéresse. On continue toujours sur la grande thématique art et santé. Et là, cette journée-là, nous allons avoir 3 personnes qui vont venir témoigner d'expériences, de projets qu'ils ont réalisés sur le terrain en essayant justement de réconcilier ces deux univers et de mettre en action des pratiques, des activités à la fois à caractère culturel et aussi santé, si on peut dire. Puis, notre troisième événement, qui est un événement peut-être un peu plus fugace, qu'on ne peut pas situer tout de suite dans un moment précis de date, c'est qu'on a aussi mis en place ce qu'on appelle une résidence artistique un peu spéciale. Donc, on a réuni 2 artistes qui sont d'ailleurs présentes avec nous ici aujourd'hui, Madame Katia Kurtnes et Madame Nathalie Birecki, qui vont, pendant le travail des mois de mars, avril et mai, se laisser inspirer par les activités qu'on a. C'est pour ça qu'elles participent avec nous
et créer 2 œuvres qui vont être imprimées sur une carte postale qu'on va après distribuer auprès des membres du milieu de la santé des services sociaux pour les remercier pour le travail et le dévouement qu'ils ont eu dans la période qu'on vit actuellement. Donc, on est reconnaissante aussi de tout ce qu'ils déploient pour continuer à mettre en place des services et des soins plus humains que juste techniques. Donc, vous serez mis au courant aussi de cette activité-là, comme je vous dis, qui file pendant les 2 prochains mois avec ces 2 artistes invités. Donc, j'espère que vous avez aimé la rencontre et je vous remercie et au plaisir de vous revoir dans une prochaine activité bientôt. Merci. Merci tout le monde.